Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ma licence de cœur. De nombreux personnages sont apparus dans les films Star Wars. Certains ont fait sensation lors d'une ou plusieurs scènes, quand d'autres sont passés à la trappe. Mais on se pose ensuite toujours cette question, mais qu'est-ce qui devient lui après l'épisode 1, après l'épisode 2, l'épisode 3, etc. Où est-ce qu'ils sont passés ? C'est une question légitime et c'est le but avec cette vidéo puisque nous allons voir ensemble ce que sont devenus certains personnages disparus des films mais aussi des séries pour pousser le concept un peu plus loin. J'avais déjà sorti une première vidéo dessus où je parlais du futur de Sly Moore, Jar Jar Binks, Panaka, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit de savoir ce qu'ils deviennent après les films. Débutons le tout avec une personnalité très importante de l'univers Star Wars, le chancelier Finis Valorum, qui a donc occupé le poste de chancelier suprême de la République galactique avant l'avènement de Palpatine. C'est dingue parce que ce personnage est très souvent oublié lorsqu'on parle de chancelier suprême, alors que c'est l'un des êtres les plus importants de la République. Soyez honnêtes, levez la main dans les commentaires, je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous l'ont complètement oublié. Faites pas les timides. En tant que figure emblématique de la République, pendant une longue période, il était à la fois adoré pour sa bienveillance par certains, mais également décrié par d'autres en raison de son apparente faiblesse politique et son absence d'idées novatrices pour la République. En gros, il faisait seulement acte de présence. Il semble indéniable qu'il aurait eu pleinement sa place au sein de notre gouvernement. Il convient toutefois de noter que Valorum est issu d'une lignée extrêmement influente de Coruscant, la maison Valorum, étant le descendant direct du tout premier chancelier de la République galactique à l'époque de l'Ancienne République, Tarsus Valorum. Malgré sa bienveillance, Valorum était réputé pour ne s'intéresser qu'aux élites de Coruscant, en négligeant la population des bas-fonds de la planète. Cependant, la réalité était bien différente, car Valorum entretenait de très bonnes relations avec les Jedi, en particulier avec Yoda. En réalité, Valorum collaborait très souvent secrètement en dehors des règles du Sénat, notamment avec les Jedi, toujours pour le bien de la République. C'est pour ça que publiquement, il paraissait ne rien faire. N'oubliez pas que c'est lui qui avait secrètement envoyé Qui-Gon et Obi-Wan pour négocier avec la Fédération, le tout sans avertir le Sénat. Il a aussi collaboré directement avec le Jedi Sifo Dyas sans prévenir le Conseil ou le Sénat dans le but d'enquêter et de se débarrasser des Pikes beaucoup trop dangereux selon lui. Bon, suite à un complot décidé secrètement par Palpatine et publiquement soutenu par Padmé, Valorum fut destitué. Padmé qui s'en est d'ailleurs beaucoup voulu ensuite d'avoir été l'élément déclencheur de la destitution de Valorum. Alors, après l'épisode 1, qu'est-ce qu'il devient Valorum ? Eh bien déjà, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est toujours en vie à ce jour. Après avoir perdu son titre de chancelier, il s'est retiré dans le prestigieux domaine des Valorum sur Coruscant. Mais plus concrètement, après l'épisode 1, il fait une brève apparition durant la guerre des clones lorsque les Jedi découvrent que Valorum a secrètement envoyé Sifo Dyas sur Oba-Diah, la planète des Pikes. C'est d'ailleurs à ce moment-là, et c'est important à souligner, que c'est grâce à Valorum et à ses informations sur sa mission avec Sifo Dyas que les Jedi découvrent par la suite, en se rendant sur Oba-Diah, que les Sith, notamment Dooku, étaient ceux qui avaient repris les rênes du projet de création de l'armée des clones. Une info capitale, mais très souvent passée à la trappe. Après son apparition dans The Clone Wars, le personnage disparaît complètement. Je pense que même les auteurs, les scénaristes, etc. ont oublié le personnage. Mais il semble toujours en vie, puisqu'à l'époque de l'Empire, certains politiciens évoquent encore son nom à plusieurs reprises lors de différents dîners politiques. Il est donc tout à fait possible de le revoir dans le futur, peut-être dans la saison 2 de Andor, avec un autre acteur de la même manière que le personnage de Mon Mothma. J'en dis pas plus, clin d'œil. J'ai rien dit. Je vous propose à présent une brève mise en lumière d'un personnage assez atypique, un personnage qui compte parmi les proches d'Obi-Wan Kenobi, à savoir Dexter Jettster. On pourrait aisément penser qu'il s'agit simplement d'un cuisinier un peu crasseux, mais il convient de faire preuve de prudence, car il est crucial de savoir qu'avant d'endosser ce rôle dans l'épisode 2, Dexter était un prospecteur hyperspatial de renom dans la galaxie à l'époque de la Haute République. Oui, il est très âgé.
Alors, un prospecteur, c'était une profession qui consistait à découvrir à travers les mystères de l'espace des routes hyperspatiales. En gros, c'était des explorateurs. Dexter jouissait alors d'une grande réputation dans ce domaine. De plus, il a également fait un passage en tant que pirate en rejoignant l'équipage de la reine des pirates, Maz Kanata. Il a vaillamment combattu à ses côtés sur Takodana contre des partisans du côté obscur tout en protégeant le château. Et c'est des années plus tard, ou plutôt des siècles, ça dépend le moment, qu'il découvre et sauve Obi-Wan, alors jeune padawan, ainsi que d'autres enfants lors d'une mission en les ramenant ensuite sur Coruscant. C'est à ce moment-là qu'une amitié voit le jour entre les deux protagonistes. En arrivant sur Coruscant, sa passion pour la cuisine le mène à ouvrir son fameux petit restaurant. Vous voyez, il n'est pas seulement le cuisinier au ventre aussi énorme que la face de l'étoile de la mort. Il a vécu de nombreuses expériences à travers les siècles et mérite le respect. Mais bon, que devient-il après sa brève apparition dans l'épisode 2 ? Malheureusement, à l'époque de l'Empire, son dîner a disparu. Dexter a alors entrepris de parcourir la galaxie, comptant de nombreuses aventures avec les personnes qu'il rencontrait, car en plus de ses talents culinaires et son passé d'explorateur et de pirate, c'est un excellent conteur. Il reviendra finalement vivre sur Coruscant et célébrera même la chute de l'empereur. Donc, il est toujours en vie après l'épisode 6. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, mais c'est plutôt agréable d'évoquer sa personne de cette manière plutôt que de le considérer simplement comme le cuisinier peu raffiné de l'épisode 2. Allez, là on va passer maintenant à mes moments préférés. Évoquons à présent deux personnages de l'épisode 1, pour beaucoup totalement random, voire invisibles, mais qui ont pourtant fait l'objet d'une agréable réapparition dans les comics. Il s'agit de Kitster et Wald, les deux fidèles amis d'Anakin qui l'ont soutenu lors de la course de pod. Mais si, l'humain là et l'Eurodien, c'est eux là. Il convient cependant de souligner que ces deux figures étaient d'une certaine importance pour Anakin, en particulier Kitster, avec qui il a partagé de nombreux moments dans les rues de Mos Espa. Durant la guerre des clones, Anakin pensait fréquemment à eux. Finalement, quelques années plus tard, les deux amis sont libérés de l'esclavage sur ordre de Padmé dans le cadre de la libération des esclaves proches d'Anakin, et ce, principalement dans le but de libérer Shmi. À l'époque impériale, Kitster et Wald vivent dans une petite colonie sur la planète Gabredor III, soumise au contrôle et à la persécution d'un gouverneur impérial. Cependant, un jour, Sabé apporte un soutien précieux à la colonie afin de les délivrer de la domination de ce gouverneur en la personne du Seigneur Sith, Dark Vador, réunissant ainsi les trois amis d'enfance après des décennies. Il va de soi que Wald et Kitster ne reconnaissent pas Anakin, mais Vador, au contraire, les reconnaît bel et bien. Au moment de les voir, il est tout de suite frappé par un flashback de sa vie passée sur Tatooine en leur compagnie, démontrant ainsi qu'il ne les a jamais oubliés. Il leur sauve même la vie lors d'une attaque, alors qu'il aurait pu les laisser mourir. Cela prouve que, en définitive, Anakin Skywalker n'a pas totalement disparu lorsqu'il s'agit de ses proches. Restons dans le domaine des connaissances d'Anakin avec un autre personnage qui a également eu son petit moment de gloire, toujours dans l'épisode 1, Rick Ollier, le chef de l'escadron Bravo qui a participé à la bataille de Naboo à la fin du film aux côtés d'Anakin. Bien que l'on puisse penser à première vue qu'il s'agit d'un personnage assez anodin, Rick Ollier est en réalité le premier individu à avoir enseigné à Anakin les rudiments du fonctionnement et du pilotage d'un vaisseau. Genre, il a initié Anakin au vaisseau, et c'est pas rien. Alors, qu'est-il advenu de cet individu ? Durant l'ère impériale, Rick rejoint un groupe de résistants sur Naboo en hommage à Padmé appelé les Amidaliens. Ce groupe avait pour objectif de traquer et éliminer toutes les personnes pouvant être liées à la mort de Padmé et d'Anakin, puisque, selon eux, Anakin aurait été assassiné en même temps que Padmé. Ils ignorent bien sûr qu'Anakin est devenu Vador. Selon eux, au contraire, c'est Vador qui serait responsable de la mort de Padmé et d'Anakin. Bref, dans le but de tuer toutes les personnes connaissant la vérité sur la naissance de Luke, Vador se rend sur Naboo. Cependant, lui et ses soldats se retrouvent piégés dans des champs de force par un vaste groupe d'Amidaliens menés par le fameux Rick Ollier.
Apercevant ce dernier, Vador se remémore immédiatement le passé et le moment où Rick lui enseignait les bases du pilotage d'un vaisseau, démontrant ainsi qu'il ne l'a jamais oublié. Au cours de la brève bataille qui suit ces retrouvailles, tous les Amygdaliens sont sauvagement tranchés et tués par Vador et les Death Troopers, à l'exception de Rick que Vador transperce seulement à l'épaule avec son sabre laser, le laissant finalement en vie pendant un certain temps. Malheureusement, en raison de son grand âge, Rick décède peu de temps après des suites de sa blessure. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que Vador ne l'a pas exécuté froidement. Bien au contraire, il a fait en sorte de le laisser en vie. Une chose qu'on pourrait interpréter comme un acte de reconnaissance. Évoquons à présent un maître Jedi, plus précisément un membre éminent du prestigieux Haut Conseil Jedi, le Zabrak Idkot. De nombreux maîtres Jedi ont subitement disparu du Conseil sans laisser de traces, dont Idkot, qui est un cas particulier. Il a été contraint de quitter ses fonctions au sein du Haut Conseil Jedi, le poussant plus tard à abandonner l'ordre Jedi vers la fin de la guerre des clones. Les raisons de son départ demeurent inconnues, mais le fait qu'un Jedi soit contraint de quitter le Conseil sur ordre des Jedi ainsi que l'ordre suggère qu'il a fait quelque chose de très grave. Donc, après sa dernière apparition dans l'épisode 1 et The Clone Wars, ne souhaitant plus être associé à l'ordre, Koth a rejoint l'Église des Lumières Gantiques en tant que prêtre, un groupe religieux prônant la paix de manière pacifiste. Avec le temps, il a rencontré et épousé une femme nommée Mira, avec qui il a eu un enfant. Cependant, cela s'est déroulé peu de temps après l'Ordre 66. À cette époque, durant la grande purge des Jedi, les Inquisiteurs et Dark Vador consacrent leur temps à poursuivre et éliminer les Jedi jusqu'à ce qu'ils découvrent le lieu de résidence d'Idkot. Vador et les Inquisiteurs arrivent pile le jour de la naissance de la fille de Koth. Conscient de la raison de leur présence, Koth se défend en affirmant qu'il n'est plus un Jedi mais un simple prêtre. Il révèle alors que le Conseil Jedi l'a exclu à l'époque. Idkot fait alors une offre au Sith. S'il l'épargne lui et sa famille, il l'aidera à localiser des Jedi cachés dont il a connaissance en les attirant grâce à des codes secrets Jedi. C'est sûrement l'une des choses les plus crades qu'un ancien Jedi puisse faire. Idkot est prêt à trahir ses anciens compagnons d'armes pour sauver sa vie. Ce comportement explique pourquoi il a été exclu du Conseil. Cependant, Vador, n'ayant pas besoin de son assistance, refuse. On peut d'ailleurs se demander si ce refus découle du fait qu'il n'a pas besoin de lui ou parce qu'il refuse d'être aidé par un traître tel que lui. Quoi qu'il en soit, il refuse, ce qui incite Koth à attaquer Vador avec la force pour permettre à sa femme de fuir avec leur enfant. Il ressort alors son ancien sabre laser pour affronter le Sith. D'ailleurs, Vador remarque que Idkot utilise la peur, la colère et la haine pour combattre, prouvant une fois de plus qu'il est loin d'être pieux comme il le prétend. Après un combat acharné, Vador finit par le tuer en le transperçant avec son sabre laser. Il emmène ensuite la fille de l'ancien Jedi, qui est elle-même sensible à la force, sur Coruscant pour qu'elle soit élevée en tant que future inquisitrice. D'ailleurs, depuis, on n'a aucune nouvelle de cette fille. Voilà pour le personnage de Idkot. Le gros traître là. Parlons maintenant d'un personnage de la série The Clone Wars qui est fort apprécié par de nombreux fans. Il s'agit probablement de l'un des clones préférés après Rex et Cody. C'était 10-10, mieux connu sous le nom de Fox. Ce clone avait la particularité d'occuper le poste de commandant au sein de la garde de Coruscant, une unité de clones chargée de servir exclusivement comme force de sécurité sur la planète Coruscant, ainsi que comme garde du corps, en particulier avec Palpatine, comme on peut le voir dans l'épisode 3, et d'autres hauts dirigeants. Fox a su se distinguer dans la série The Clone Wars, étant d'ailleurs responsable de la mort de Five. Il est tout de même important de rappeler qu'en éliminant Five, Fox, sans le savoir, a en réalité préservé le plan secret de Palpatine concernant l'Ordre 66, ce qui signifie que c'est en partie grâce à lui que l'Ordre 66 a été exécuté et que l'Ordre Jedi a disparu. Alors, après ce Clone Wars, que lui est-il arrivé? Eh bien, son destin est plutôt funeste. Quelques jours après l'épisode 3, lorsque Jocasta décide de revenir sur Coruscant pour effacer les archives Jedi du Temple et ainsi protéger les secrets de l'Ordre contre l'Empire, Vador est alerté de sa présence et l'affronte dans le Temple. Après un combat court mais intense, Jocasta parvient à s'échapper du Temple en combattant les clones de Fox.
Mais lorsque Vador, à son tour, sort du temple avec son sabre laser pour la rattraper, les clones, au service de Fox, l'attaquent sans prévenir. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce qu'en apercevant le sabre laser de Vador, les clones l'ont pris pour un Jedi, car dans leur esprit, sabre laser signifie forcément Jedi. Voyant rapidement que ses troupes attaquent Vador, Fox s'est immédiatement trouvé en état de panique et a ordonné d'arrêter l'attaque. Mais le mal était déjà fait. Alors qu'il se dirige vers Vador pour l'emmener dans une navette, le Sith interroge le clone. C'est là qu'il découvre que Fox n'avait pas pris la peine d'informer ses troupes de la présence de Vador sur les lieux, ni même de sa description. Alors, il est important de souligner qu'à cette époque, Vador n'est pas du tout connu au sein de l'Empire. Nous sommes quelques jours après l'épisode 3 pour rappel. Bien évidemment, vous vous doutez bien que Vador n'a pas du tout apprécié que ses propres troupes lui tirent dessus, quelle que soit la raison. Alors que Fox essaye de s'expliquer et de s'excuser, Vador, sans la moindre pitié, lui brise le cou, mettant ainsi un terme à la vie du clone ayant fait en sorte que l'Ordre 66 ne soit pas découvert. Une disparition fort funeste. Allez, on s'en fait un dernier avec cette fois-ci le sort du Grand Inquisiteur, leader de l'Inquisitorius, les chasseurs de Jedi. Pour ceux qui en sont informés, il est connu que le Grand Inquisiteur trouve la mort dans Rebels, en se laissant tomber dans le vide par crainte de subir une punition plus terrible que la mort de la part de Vador après son échec face à Kanan. Cependant, sa mort n'a pas été définitive, car grâce à la magie ou l'alchimie Sith, Vador a réussi à retenir l'esprit du Grand Inquisiteur entre la vie et la mort sous son contrôle. Ayant échoué en tant qu'être vivant, Vador compte désormais utiliser son esprit en le contraignant à demeurer éternellement dans un avant-poste Jedi afin de piéger et tuer toute personne osant y pénétrer. Et c'est quelques années plus tard, lorsque Luke se rend dans cet avant-poste à la recherche d'un sabre laser, que l'esprit du Grand Inquisiteur apparaît pour le tuer. Vous pouvez d'ailleurs le voir entouré de flammes. Cela fait référence au fait qu'au moment de sa mort, enfin sa mort physique, il est tombé dans les flammes. Après avoir brièvement dominé le jeune apprenti Skywalker, l'esprit de l'Inquisiteur est finalement vaincu et disparaît. Vador est informé de cet incident et se rend sur place pour enquêter. C'est là que l'esprit du Grand Inquisiteur réapparaît pour rendre des comptes à son maître, le suppliant de le libérer pour mourir définitivement. Mais suite à ce nouvel échec, Vador refuse de lever la malédiction, laissant l'esprit de l'Inquisiteur brûler éternellement sous son contrôle. Un sort bien pire que la mort. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre avis sur le sujet d'aujourd'hui, et en plus ça participe au référencement. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.